Une situation sur place et sur l'avancement des mesures annoncées par le Premier ministre en ce jour funeste du 17 janvier 2018. Alors bonsoir à tous. Cette journée du 17 janvier, c'était un peu un cauchemar pour nous, puisqu'on a, comme vous tous, subi cette défaite. On l'a appris, nous, quelques minutes avant vous, puisqu'on a été prévenu par le Premier ministre et son cabinet une demi-heure avant l'annonce officielle. Donc ce 17 janvier, il a été pour nous comme pour vous finalement assez difficile à vivre. Et dis donc, quand est-ce que la décision a été prise, selon toi ? Officiellement, elle a été prise le 15 janvier au soir lors d'un dîner entre le Premier ministre et le Président de la République. Nous, notre sentiment, c'est qu'elle a été prise depuis bien longtemps, probablement dès la nomination de Nicolas Hulot, qui a été savamment orchestrée. Et on voit bien d'ailleurs dans les annonces qui ont été faites, puisque dès la remise du rapport le 13 décembre, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le gouvernement et le Premier ministre annoncent lors d'une conférence de presse que finalement le gouvernement a désormais le choix entre Notre-Dame-des-Landes et Nantes-Atlantique, alors qu'avant c'était Notre-Dame-des-Landes ou rien. Donc on voit bien déjà que les choses étaient légèrement orientées. Et puis petit à petit, les membres du gouvernement ont également savamment orchestré le message que la consultation finalement avait été faite sur des bases malsaines. Donc on voyait bien que la stratégie était bien huilée. Et donc les collectivités, dans le choix, dans la décision, elles ont été évincées, quoi. Les collectivités ont été évincées de la décision. Alors c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu la médiation, il y a eu un bouclage total, même si on était en lien avec Matignon, avec les conseillers du Premier ministre ou du ministère de la Transition écologique. Mais globalement, il y a eu peu de fuites, ça a été extrêmement bien verrouillé, et les élus se sont vraiment mobilisés lors de la consultation avec le Premier ministre qu'il y a eu à partir du 5 janvier, je crois, où tous les élus, les parlementaires, les présidents des collectivités ont été reçus à Matignon, et moi j'ai eu la chance d'assister à la réunion entre les membres du bureau du syndicat mixte, où je peux vous dire que vraiment on a eu des élus qui ont montré leur détermination, leur abnégation. Moi, je suis sorti de cette réunion, je me disais, on va gagner. C'est pas possible que le gouvernement recule après avoir entendu ce qu'ils ont entendu, et que ce soit Johanna Roland, Bruno Retailleau, ils étaient surpris par l'unanimité. On avait bien préparé les choses, et vraiment tout a été bien calé. Chacun avait sa partition, et vraiment ils ont vraiment tenu leur rang, et vraiment on est sorti de là, on était vraiment convaincus que c'était pas encore joué. D'accord, on va rentrer dans le dur, on va parler de la ZAD. Où en est-on aujourd'hui avec la ZAD ? On sait qu'il y a les Lamis qui sont dans la salle. Ouais, alors on pense à eux, parce que c'est vrai que c'est eux qui subissent le plus les nuisances, et on a tous les jours une pensée pour eux quand on lit les articles de presse. Alors la situation de la ZAD aujourd'hui, elle est à plusieurs niveaux. D'abord, il y a la gestion du foncier, puisque vous l'avez vu dans la presse, donc il y a le département qui devrait récupérer les terres, même si c'est pas encore acté, parce qu'il n'y a pas eu de confirmation officielle écrite. Et il y a donc 895 hectares qui devraient être rétrocédés au département. À côté de ça, il y a 33 conventions d'occupation précaire qui sont en fait les anciens exploitants qui avaient vendu leurs terres et qui continuaient à exploiter dans le cadre d'un bail précaire. Donc ça, c'est à peu près sur 300 hectares, sachant qu'aujourd'hui, il y a encore à peu près une centaine d'hectares qui sont exploités par les zadistes sur ces 300 hectares. Donc voilà, donc c'est ils ont eu un bail là, c'est ça ? Donc alors pour 6 mois, en fait les zadistes, donc il y a eu vous l'avez vu, 15 projets qui ont été acceptés, je crois que c'est hier qu'ils ont signé leur convention d'occupation précaire. Donc il y a aujourd'hui à peu près, ils sont sur une centaine d'hectares, mais il y a encore une centaine d'hectares en conflit d'usage aujourd'hui de propriétaires qui souhaitent récupérer leurs terres et qui sont aujourd'hui exploités par les zadistes. Et puis il y a les 4 agriculteurs historiques qu'on a vu dans la presse de nombreuses fois, qui eux aussi évidemment vont maintenant récupérer leurs terres qui occupent à peu près 300 hectares. D'accord. Alors ensuite, concernant les opérations d'expulsion. Alors les opérations d'expulsion, donc moi je vais vous donner les chiffres aujourd'hui qui m'ont été donnés par le sous-préfet. Donc il y avait 97 squats à détruire dans l'opération d'expulsion qui avait été annoncée au début de l'opération. Il y en a aujourd'hui 39 qui sont réellement détruits. Donc il en reste encore près d'un tiers.
Sachant que le 13 avril, Emmanuel Macron a dit que tout ce qui pouvait être évacué l'a été, et qu'il y aura une pause dans les destructions. Et on peut supposer qu'il n'y aura plus aujourd'hui de destruction, puisqu'il reste 6 escadrons de gendarmerie sur les 25 qui ont été mobilisés au départ. Donc petit à petit, l'État recule sur cette zone. Et voilà. Et donc la principale occupation aujourd'hui des forces de l'ordre, c'est d'essayer de réhabiliter les routes. Donc ils sont en cours, il y a encore 2 semaines de travaux. Et puis on verra ensuite si effectivement elles sont de nouveau dégradées ou pas. Sur les annonces du Premier ministre du 17 janvier, et il y a plusieurs aspects. D'abord sur le réaménagement de Nantes-Atlantique. Est-ce que tu as des éléments sur les mesures de compensation pour l'instant? Alain en a parlé tout à l'heure sur le réaménagement de Nantes-Atlantique. On voit bien qu'il n'y avait pas de plan B, contrairement à ce qu'a dit le gouvernement. Je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que ça a été peu relevé par la presse, mais il y a 2 appels d'offres qui ont été passés par la DGAC quelques jours après la décision portant sur le réaménagement de Nantes-Atlantique dans le cadre d'une résiliation ou d'un avenant. Donc on voit bien que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la DGAC est en train de s'outiller pour justement préparer le réaménagement de Nantes-Atlantique, puisqu'ils ne l'avaient pas fait avant. Et donc ils sont en train de préparer les 2 cas de figure, soit un avenant du contrat de concession, soit une résiliation totale. Donc probablement qu'on aura les éléments d'ici la fin de l'année, mais guère avant. Donc on voit bien qu'il n'y avait pas de plan B de la part du gouvernement. Et aujourd'hui, on est bien incapable de dire si le concessionnaire actuel va rester l'opérateur, puisque en gros on lui demande de mettre 500 à 600 millions d'euros sur une plateforme et sur un aménagement quand il en mettait 315 sur Notre-Dame-des-Landes, sans savoir si on pourra avoir des aménagements suffisants, sachant qu'il y aura évidemment beaucoup de recours. Donc voilà, donc la situation est vraiment très très compliquée. Pour l'instant, c'est plus des batailles d'avocats que des négociations en direct. D'accord. Et les médiateurs, ils avaient, dans leur fameux rapport, ils avaient parlé de... Ils avaient parlé de 2 ans, ils avaient parlé de 2 ans effectivement de procédure. Alors il y a eu une conférence consultative de l'environnement il y a un mois à peu près, pour présenter un nouveau calendrier. Donc je vais vous le donner, puisque en fait le plan de gêne sonore doit être présenté au premier trimestre 2019. Et la procédure d'actualisation du plan d'exposition au bruit va commencer à l'automne 2018 pour se terminer en enquête publique en avril 2020. Donc déjà, on est parti là pour 2 ans de procédure. Et je me souviens de Johanna Roland qui avait dit lors de la rencontre avec le Premier ministre qu'effectivement, en cas de renoncement, il ne se passerait rien avant la fin du quinquennat. Je pense qu'effectivement, il ne va pas se passer grand-chose avant la fin du quinquennat. Oui, ça c'est sûr. D'accord. Ensuite, sur les compensations annoncées par le Premier ministre, il y a encore aussi d'autres inconnus, notamment sur l'accessibilité de Nantes-Atlantique. Les compensations, donc ça fait partie de la mission du fonctionnaire de la Cour des comptes, Francis Roltanguier, qui doit rendre son rapport, à ma connaissance, le 20 juin au Premier ministre. Donc on va être assez vite fixé, sachant que dans ces compensations ou dans les éléments qui doivent permettre de maintenir l'accessibilité aérienne de l'Ouest, la question du réaménagement de Nantes-Atlantique, je pense, va être peu abordée puisque ça fait partie de la négociation en cours. Donc je pense que ce sera guère abordé dans son rapport. Ce qui va être abordé, c'est probablement la question des liaisons ferroviaires, routières, donc l'accessibilité périphérique, le franchissement de la Loire, l'amélioration des liaisons ferroviaires pour rejoindre l'aéroport, donc c'est la question du tramway et puis peut-être d'une liaison TER. Donc je pense qu'il va y avoir une étude de lancée sur ce point-là pour voir quel est le meilleur mode. Et puis ensuite, il y aura la connexion aux aéroports parisiens via l'amélioration de Nantes-Angers probablement et le bouclage de Massy-Valenton avec la création d'une gare à Orly. Voilà. Et puis évidemment aussi l'accessibilité du périphérique nord qui est déjà dans les cartons de l'État. Donc moi, mais c'est plus un pronostic que je fais et qui n'engage que moi, c'est qu'en fait l'État va accélérer un certain nombre de projets qui sont déjà dans les tuyaux depuis plusieurs années, sur lesquels les financements restent raisonnables et sont parfois déjà même prévus dans certains contrats de plan, mais qu'on n'aura pas de grande révolution sur l'accessibilité, en tout cas routière ou ferroviaire du territoire. Oui, donc alors un mot aussi sur le maire de Saint-Aignan est parmi nous, justement sur Saint-Aignan.
sur ce point-là? Je vais peut-être pas parler à la place de Jean-Claude. Ce qu'on peut dire pour Saint-Aignan, c'est évidemment la commune martyre. Et j'ai vu que Jean-Claude avait fait un édito où il dit tout dans son dernier bulletin municipal. Voilà, c'est la commune martyre. Effectivement, c'est la commune qui va subir le plus les nuisances sonores. Moi, je crois que aujourd'hui, et c'est d'ailleurs la position qui a été prise par les collectivités, c'est de soutenir la commune de Saint-Aignan au maximum du maximum, c'est-à-dire aller jusqu'à demander au gouvernement de respecter son engagement sur les compensations exemplaires pour le village de Saint-Aignan-de-Grandlieu, je dis ça de manière ironique, et d'engager éventuellement le déplacement des équipements publics qui le nécessiteront. Donc voilà, sans ça, c'est vrai que ce sera très compliqué pour la commune de survivre. Et puis il y a la question de l'extension de la piste. Alors là, la grosse inconnue. Alors là, c'est effectivement la grosse inconnue, puisqu'en fait cette extension de la piste a été prônée par notre pilote Gérard Felzer préféré, qui en fait propose l'un des pieds nickelés, qui en fait propose d'étendre la piste pour survoler l'agglomération nantaise plus haut. Et décaler le seuil de piste, sauf qu'un certain nombre de pilotes disent aujourd'hui, mais c'est une mesure qui ne sert à rien, puisqu'en fait les avions descendent de plus haut, donc vont faire beaucoup plus de bruit sur un plan aérodynamique, et donc ça ne va pas finalement apporter grand chose. Et les riverains de Saint-Aignan, je vois Joël Sauvaget qui est là, ont posé une très bonne question lors de la conférence consultative de l'environnement, et d'ailleurs la DGAC a été bien embêtée pour y répondre. C'est qu'ils ont demandé quelles étaient les garanties qu'ils auraient que le décollage serait garanti au point prévu et que les avions ne pousseraient pas vers Saint-Aignan-de-Grandlieu davantage. Et la DGAC a été bien incapable de répondre. Donc effectivement, il y a encore aujourd'hui énormément d'incertitudes et d'inconnus. Oui, donc c'est pas rassurant tout ça. Donc est-ce que tu penses fondamentalement qu'on va pouvoir un jour réaménager dans l'Atlantique ? Oui, on va réaménager Nantes-Atlantique, indéniablement, mais on ne va pas le réaménager comme l'aurait été Notre-Dame-des-Landes, avec 2 pistes et dans une configuration d'exploitation la plus optimale possible. Donc oui, on va réaménager Nantes-Atlantique pour 9 millions de passagers, peut-être 12. Je rappelle, le rapport des médiateurs annonçait 9 millions de passagers en 2040, et en fait ce sera dès 2030. Avec une asymptote à 12 millions qui va être atteint en 2040, et en parallèle Rennes est déjà en train d'exploser les plafonds. Donc Rennes va être saturé autour de 2030 à 2 millions de passagers. Donc on va se retrouver dans 12 ans dans la situation où on était en 2004-2005. Ça va être exactement la même situation. Donc moi, mon sentiment, c'est que la question du transfert va se reposer dans 5 à 10 ans, parce que le trafic va continuer à augmenter. Le mois de mai a encore prouvé que la croissance était vraiment exceptionnelle, avec 14% de croissance sur un an. Donc, et les nuisances vont devenir évidemment de plus en plus insupportables. Donc, moi, je pense que c'est une question qui va se reposer dans 5 à 10 ans. Ça n'engage que moi, mais je pense qu'on est loin d'être sorti de ce dossier.